Je partage le constat qu'aujourd'hui, le parcours de soins, le parcours patient, ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué pour toutes les personnes qui s'en approchent ou qui doivent le vivre. J'ai été assez surprise, à vrai dire, que l'on compare le parcours de soins et le parcours patient et que finalement, on se limite d'une certaine manière au terme de patient, qui est un terme qui, moi, m'interroge depuis longtemps. Où je me demande, mais qui est un patient, en fait? Est-ce que je suis un patient au moment où je suis chez le médecin? Est-ce que je suis un patient parce que j'ai une maladie chronique et que je dois être malade pour être un patient? Ou est-ce que finalement on parlerait pas plutôt d'un parcours de santé qui concerne tous les citoyens? Je m'explique, je trouve qu'aujourd'hui on oublie assez facilement la définition de la santé, la définition de l'OMS, qui finalement est un état de bien-être complet, physique bien sûr, mais aussi mental et social, qui sont des dimensions qui prennent de plus en plus leur sens en ce moment, avec la crise du coronavirus. On voit que la santé mentale, c'est un sujet qu'on voit enfin sur le devant de la scène et où les relations sociales ont été très perturbées. Et donc je pense que finalement le parcours de santé, on devrait l'envisager sur un terme beaucoup plus long et inclure dedans aussi toutes les questions liées à la promotion de la santé. Ça, c'est un premier point où finalement la vraie question, c'est à partir de quand est-ce qu'on s'intéresse à notre santé? Et est-ce qu'on attend d'être malade ou est-ce qu'on attend qu'on nous informe qu'on risque d'être malade? Est-ce qu'on attend un dépistage? Ou est-ce que finalement, dès le plus jeune âge, on pourrait mieux s'intéresser à comment rester en bonne santé et éduquer chaque citoyen à avoir les bons gestes, les bons réflexes et finalement la littératie en santé dont on parle, comment est-ce qu'on la développe chez chacun? C'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai été commissionnée avec Pauline Martineau par le ministre Olivier Véran sur la promotion de la santé auprès des jeunes et qu'on s'est rendu compte que en fait, le terme de promotion de la santé était très méconnu et qu'on avait tendance à se dire que finalement la santé c'était l'apanage des professionnels de santé. Et on oublie qu'un instituteur, un professeur, un éducateur sont aussi finalement des vecteurs de santé, même si on ne les qualifie pas de professionnels de santé. Donc je pense qu'il y a vraiment ce premier point de peut-être parler d'un parcours de santé et de l'élargir encore plus dans le temps. Et puis l'autre personne qu'on va un peu exclure quand on va parler de patients, finalement, c'est l'aidant familial, qui lui aussi a un rôle extrêmement important dans les parcours patients, notamment pour les personnes âgées ou les personnes très dépendantes. Et finalement, cet aidant familial, il a du mal à trouver sa place dans notre système de santé. Il est mal accompagné. Et non seulement pour le patient, on est dans un espèce de labyrinthe. On parlait de parcours du combattant, mais moi, j'imagine un labyrinthe où on n'est pas guidé. Mais alors, l'aidant qui, lui, est encore à côté et qui n'a pas le temps d'être toujours présent à tous les rendez-vous, d'être accompagné, c'est encore plus compliqué pour lui de finalement s'y retrouver et aussi de dégager le temps nécessaire pour pouvoir accompagner au mieux son proche. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a vraiment une question déjà de vocabulaire et de prise en compte du citoyen globalement et pas seulement du patient dans la réflexion qu'on peut avoir sur ces parcours. Sur le parcours de soins aussi, on va se retrouver dans ce labyrinthe. On a vraiment des difficultés aujourd'hui à se projeter aussi quand on commence un parcours de soins, quand on a un diagnostic, à essayer de comprendre qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochaines étapes. Et puis il y a vraiment aussi ce sentiment parfois de ne pas être entendu, de ne pas être écouté et finalement de voir ses préoccupations personnelles ne pas être mises au même plan que finalement les préoccupations de santé. Ce que je veux dire, c'est que parfois on a l'impression qu'on nous regarde comme des organes plutôt que nous regarder comme des personnes et que les points qui vont intéresser le patient ne sont pas forcément ceux sur lesquels les professionnels de santé vont concentrer leur effort. Je pense que la cause de cet état de fait, il est pas du fait des professionnels de santé. Je pense que c'est un problème aussi structurel où finalement, puisque on attend d'eux des actes de soins plutôt qu'une prise en charge plus globale, forcément ils vont, avec le temps qu'ils ont et les consignes qu'ils ont, finalement faire ce qu'il leur est demandé pour que la personne soit en meilleure santé sur un plan physique d'ailleurs plus que sur les autres plans aujourd'hui. Une partie de ces causes aussi, je pense, c'est tout simplement qu'on n'écoute pas assez les patients, qu'on n'a pas les bons outils pour les écouter non plus, qu'on est beaucoup sur de la satisfaction, de la mesure de la satisfaction patient plutôt que sur vraiment un recueil de l'expérience patient et qu'aujourd'hui on n'a pas les bons outils pour vraiment adapter ces parcours. On n'est pas capable d'écouter les besoins des patients, d'écouter aussi leurs retours et d'améliorer finalement de manière plus itérative les parcours de soins. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ma structure qui s'appelle l'Hôpital, qui s'intéresse vraiment à l'action citoyenne au service de la santé et à être capable justement d'aller recueillir ces témoignages à la fois des patients, des aidants familiaux et des soignants pour comprendre ce qui dysfonctionne, mais comprendre vraiment finement au quotidien qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation et essayer d'avoir des actions hyper concrètes, parfois des actions qui sont humblement
voilà, des petites actions qui vont changer un élément du quotidien, mais je pense que sommer les unes avec les autres, c'est ça qui va avoir un énorme impact derrière sur le vécu de toutes ces parties prenantes, soignants inclus. Concrètement, une des solutions, à mon avis, c'est vraiment d'être dans de l'ouverture, en fait, de laisser les citoyens entrer dans l'hôpital, non seulement pour y subir des soins, mais aussi pour regarder, pour comprendre ce qui dysfonctionne, ce qui pourrait être fait autrement, et pour suggérer aussi des solutions, parce que je pense que les solutions, les idées, les innovations, elles viennent de tous, et pas seulement des experts, finalement. Donc moi, une des choses que j'ai mises en place avec mon entreprise, finalement, c'est les créatons, c'est des événements qui vont permettre à n'importe qui, vraiment à un citoyen lambda, d'aller passer 3 jours en immersion dans un hôpital, pendant ces 3 jours, d'être dans de l'observation, donc on leur donne aussi des outils quand même pour savoir comment s'y prendre, et pour aller vraiment détecter toutes les petites choses qui pourraient être faites autrement, et ensuite des moments collectifs, donc nous on appelle ça les moments d'intelligence collective, où on va réfléchir à des propositions de solutions. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant de mixer des profils de ce que j'appelle ignorants, donc des gens qui ne sont pas en tout cas des initiés du milieu, avec des experts, et qui ensemble vont pouvoir se dire, ok, alors comme je viens de l'extérieur, je vais avoir des idées très différentes, très disruptives, et moi comme je suis expert, je vais pouvoir vous dire dans quel cadre on peut les intégrer dans notre quotidien. Et ce mélange-là, je pense qu'il est extrêmement puissant. Il est plus facile à faire de manière très locale, évidemment, et certaines solutions vont avoir un impact extrêmement local parce qu'elles vont correspondre à une problématique qui est vraiment très spécifique, et d'autres pourraient être vues à plus grande échelle. Et je trouve que finalement, à plus grande échelle, ce qu'on voit aujourd'hui avec les articles 51, c'est un bon exemple d'initiatives qui peuvent être expérimentées dans une zone donnée et éventuellement passer à l'échelle a posteriori. J'ai déjà entendu que ce type de réflexion, c'était la cerise sur le gâteau et qu'on n'avait plus le gâteau. Moi, j'ai l'impression que c'est reconstruire le gâteau, en fait, miette par miette. Et je pense que le cœur du métier de soignant aujourd'hui, il a été un peu oublié et qu'ils ont besoin aussi, pour retrouver du sens, qu'on leur permette de s'interroger sur cet impact sur l'expérience patient, qu'on leur permette de retrouver du temps aussi pour de l'interaction avec le patient. Et ça va aussi passer par trouver des solutions hyper concrètes pour leur faire gagner du temps. Ça va être, on va faire une petite appli qui va te permettre de calculer tel et tel paramètre dont tu as besoin, et ça va te prendre 5 minutes au lieu de 15, et les 10 minutes qu'il y a en plus, tu vas pouvoir peut-être les réutiliser pour donner du sens à ton travail. Donc non, je pense que c'est pas vraiment la cerise sur le gâteau. On est en train de parler de choses extrêmement concrètes, de solutions qui vont être utilisées au quotidien, de jeux de société pour l'éducation thérapeutique du patient, d'outils vraiment hyper concrets qui vont faire une petite différence. Mais je pense vraiment que sommer les unes avec les autres, c'est ça qui va aussi redonner à ce métier et à cet environnement un sens. Il y a une initiative, moi, qui m'a beaucoup interpellée aux Pays-Bas, qui s'appelle Buurtzorg. Finalement, c'est une entreprise qui va rassembler des infirmiers libéraux, mais qui travaillent en petite équipe autonome. Et c'est un modèle qui a été importé en France via un article 51, donc une expérimentation en Occitanie qui s'appelle Équilibre. Et en fait, le principe de cette expérimentation, c'est de dire en tant qu'infirmier libéral, finalement, le rôle de l'infirmier libéral peut aller beaucoup plus large que des actes faits à domicile et devenir un vrai accompagnement vers une réautonomisation du patient. Et en fait, ils vont avoir un rôle beaucoup plus large qu'un infirmier libéral classique, on va dire. Ils vont accompagner le patient à ses rendez-vous chez le médecin traitant. Ils vont aussi avoir un temps accordé à l'aidant pour l'aider à préparer les démarches. Et finalement, ils vont vraiment être là pour accompagner, tenir la main au quotidien du patient, pour l'aider à retrouver de l'autonomie. Et ce qui est très intéressant dans ce modèle aussi, c'est que finalement, ils proposent une rémunération de l'infirmier qui n'est plus à l'acte, mais qui est au temps passé avec le patient et avec l'aidant. Et ils arrivent à montrer, enfin en tout cas ils sont en train de montrer que ce type de modèle-là est extrêmement rentable aussi à long terme. Puisque à long terme, si le patient retrouve de l'autonomie, il a moins besoin de soins. Et donc c'est vraiment aussi dans cette démarche-là qui est un peu différente de celle de la promotion de la prévention, mais qui va quand même dans le même sens de dire on va redonner du pouvoir au patient pour qu'il puisse mieux se prendre en charge. Et c'est ça finalement qui va coûter moins d'argent au système de santé. S'il y avait une seule mesure phare à prendre, je pense que ce serait pour redonner plus d'espace aux citoyens. Alors, c'est 2 mesures qui vont vraiment ensemble et que je ne peux pas détacher l'une de l'autre. La première, ce serait d'avoir vraiment un effort de vulgarisation qui est fait pour que chaque citoyen puisse comprendre comment fonctionne le système de santé aujourd'hui et quels impacts chacune des mesures dont on peut discuter dans une table ronde comme aujourd'hui, ou en tout cas dans des cercles d'experts, on va dire, comment chaque mesure peut impacter leur quotidien de manière extrêmement concrète, pour que dans un deuxième temps, ma deuxième proposition, c'est que chacun puisse vraiment trouver sa place et s'exprimer dans notre démocratie sur les sujets de santé. Donc, c'est-à-dire d'avoir une plateforme, un espace en ligne et physique pour ceux qui n'ont pas forcément accès à Internet. On pourrait vraiment proposer des choses. Moi, si demain j'ai une proposition pour améliorer le système de santé,
je ne sais pas où l'adresser, je ne sais pas à qui le dire, je ne sais pas où l'écrire, je ne sais pas comment la faire remonter. Et je suis persuadée qu'il y a énormément d'initiatives qui se créent, des associations ou des initiatives plus personnelles ou plus confidentielles qui peuvent avoir un impact hyper positif dont on n'a pas la trace et qu'on ne valorise pas suffisamment.